Eh bien, bonsoir à toutes et tous pour cette webconférence Bouger les lignes. Alors, bouger les lignes dans le cancer du poumon. Ce soir, on a deux pneumo-oncologues qui bougent les lignes dans leur domaine respectif. Donc, déjà, le dépistage. Donc, le cancer du poumon, en point de rappel, est un problème de santé publique puisque c'est le deuxième cancer chez l'homme, le troisième chez la femme, et pourtant il n'y a pas de dépistage organisé, systématique, comme dans le sein, le col de l'utérus ou le côlon. Et donc, le docteur Leleu va nous en parler, nous parler justement de ce qui se passe ailleurs, de ce qui se passe en France, notamment des initiatives qui sont soutenues par l'Institut national du cancer et qui vont peut-être à terme faire bouger les lignes vers un dépistage plus organisé. Donc, bonsoir docteur Leleu, vous êtes pneumo-oncologue à Abbeville. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Merci donc aux organisateurs de m'avoir invité donc à cette web conférence. Donc en effet, donc je vais vous parler. Ah, pardon, oui. Vous permettez, je finis le tour de table et après je vous laisse la parole. Ça marche? Et alors le deuxième pneumo-oncologue qui fait bouger les lignes sur un autre domaine, c'est le docteur Mastroianni. Donc docteur Mastroianni, vous êtes pneumo-oncologue, coordinatrice des soins palliatifs, des soins oncologiques de support et des médecines complémentaires. Alors, si j'ai écorché un peu, vous me corrigerez, au centre Léon Bérard à Lyon. Et c'est vrai que les soins oncologiques de support font partie intégrante des traitements, bien évidemment en complément des traitements anti-cancer et encore plus peut-être dans le cancer du poumon où les patients sont parfois un peu plus âgés puisque la moyenne d'âge est de 63 ans à peu près, que parfois il y a des comorbidités. Donc, c'est vraiment important et pourtant, tous les patients n'ont pas accès à ces soins oncologiques de support. Donc, vous allez nous expliquer ce que c'est, comment y avoir accès et l'intérêt justement d'avoir accès, d'intégrer ces soins dans le parcours. Merci beaucoup, docteur Mastroianni, et on vous laissera la parole tout à l'heure. Laure, c'est à toi. Alors, un tout petit mot d'accueil très bref, parce qu'il y a beaucoup de choses passionnantes à apprendre ce soir. Mais déjà, je voudrais donc vous accueillir ce soir. Vous êtes peut-être voilà, membre de mon réseau cancer du poumon, donc concerné directement par cette maladie, mais peut-être de nos autres réseaux ou tout simplement, j'allais dire, proches, amis avec ce centre d'intérêt ce soir sur le cancer du poumon, une maladie qui est quand même... on n'en parle pas du tout assez au regard de son impact, parce que au-delà de l'incidence, qui est importante, comme tu l'as souligné, Oriane, le drame, c'est que le cancer du poumon, c'est un des cancers qu'on diagnostique très tardivement, c'est-à-dire que la grande majorité des patients sont diagnostiqués au stade métastatique, et un stade qui est beaucoup plus complexe à prendre en charge. Et finalement, si on se mobilise tous pour en parler, pour le diagnostiquer plus tôt, c'est pour changer la vie des gens, qu'on puisse trouver ces maladies plus tôt, les soigner vraiment, et comme ça reprendre le cours de sa vie et sa vie personnelle et sa vie de famille, puisqu'il y a trop de drames encore aujourd'hui autour de cette maladie, et elle reste donc malheureusement un peu sous les radars de la communication. Et ensemble, nous poumons. On s'est rencontrés avec le docteur Leleu autour de ce groupe de travail qui se mobilise depuis un petit moment pour justement faire bouger les lignes sur un diagnostic plus précoce des cancers du poumon. Et pourquoi pas demain, dans quelques années, un dépistage organisé dans le cancer du poumon. Et donc, c'est ce que vous allez nous expliquer ce soir. Et après, donc, on passera à notre deuxième grand thème sur les soins oncologiques de support qui sont évidemment absolument essentiels. Donc, à vous la parole, docteur Leleu. Donc vous avez vu, j'étais très pressé d'intervenir. Donc merci bien sûr, merci à vous, merci aux organisateurs donc de m'avoir donc invité à cette web conférence donc sur un sujet, c'est vrai, qui me tient particulièrement à cœur, donc qui est le dépistage du cancer du poumon et le diagnostic précoce de ce cancer. Donc ce que je vous propose, c'est en fait
séparer mon intervention en deux parties. Une partie un peu plus scientifique sur les bases scientifiques du dépistage du cancer du poumon, et une partie, j'ai envie de dire, un peu plus pratique, centrée sur notre expérience dans la Somme sur ce dépistage. Donc, cancer du poumon, faire bouger les lignes, c'est un très beau titre. Il est vrai que depuis quelques années, Laure le disait, mais l'actualité est riche en termes de dépistage du cancer du poumon. Alors, il faut savoir que c'est une évolution quand même récente, ce dépistage du cancer du poumon. Le cancer du poumon est un très bon candidat au dépistage, puisqu'il répond aux critères de l'OMS pour dire qu'une maladie est éligible au dépistage. Laure l'a rappelé, donc le cancer du poumon est un problème majeur de santé publique. Hein, c'est la première cause de mortalité par cancer dans le monde, avec une survie. Et donc là, on a une publication très récente d'il y a quelques jours, hein, les résultats de l'étude ILCAP, qui a montré que la survie à 20 ans était supérieure à 80% pour les cancers détectés précocement, alors que l'on sait que cette survie à 5 ans est de moins de 10% pour les stades qui sont diagnostiqués plus tardivement, notamment au stade métastatique. Et la particularité aussi du cancer du poumon, c'est que ce cancer, en effet, est diagnostiqué fréquemment à un stade avancé. Hein, plus de 75% des cancers du poumon sont diagnostiqués à un stade métastatique. Et l'explication en est en effet que on ne peut pas palper son poumon. La petite boule au sein du poumon, on n'arrive pas à la palper comme ce qui est possible pour le cancer du sein. Et quand il fait parler de lui, que ça soit dans le cadre d'une altération de l'état général, parfois de crachats sanglants, etc., souvent il est déjà à un stade avancé. Et un test de dépistage efficace existe, on en parlera juste après, c'est ce qu'on appelle le scanner faiblement irradiant. Cette petite carte pour rappeler cette problématique du cancer du poumon. Le cancer du poumon est en bleu sur ces cartes. La map monde du haut, c'est chez l'homme. La map monde du bas, c'est chez la femme. Et donc, vous voyez que ce qui est connu, hein, c'est que le cancer du poumon est la première cause de mortalité par cancer chez les hommes. Par contre, ce qui est un petit peu moins connu quand même, c'est que l'on voit sur la map monde du bas que ce cancer du poumon devient la première cause de mortalité chez la femme, notamment dans les pays d'Amérique du Nord, d'Europe du Nord aussi. Et en France, on est sur cette, j'ai envie de dire, dynamique, hein, puisque prochainement, hein, le cancer du poumon sera la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Alors, je vous disais donc base scientifique, scanner faiblement irradiant. Donc, le test de dépistage qui marche dans le cancer du poumon, c'est ce scanner faiblement irradiant, qui est une technique particulière de scanner. Rapidement, je vais passer sur 3 études. Cette étude, c'est l'étude, voilà, Princeps. Hein, c'est l'étude qui a ouvert la voie au dépistage du cancer du poumon. C'est ce qu'on appelle l'étude NLST, donc qui est une étude américaine, une étude sur un nombre important de patients. On est sur plus de 53 000 patients. Et donc, ils ont comparé un dépistage par un scanner faiblement irradiant et un dépistage par une radiographie de thorax. Et donc, au bout de 6 ans et demi, ils ont regardé les résultats. Et on a pu voir que le groupe qui avait été dépisté par scanner faiblement irradiant avait une réduction de la mortalité de 20%. Et aussi point important, ce même groupe avait une réduction de la mortalité globale de 6,7%. Et là, c'est un point quand même à signaler, c'est que c'est la seule étude
dans les dépistages, que ce soit aussi les dépistages du sein, du côlon, qui a montré une réduction de la mortalité globale. Donc ça, c'est un point très, très important. Deuxième étude, c'est une étude européenne, donc une étude là qui est publiée. Donc je dis l'étude américaine date quand même maintenant. Hein, c'était 2011 quand même cette étude américaine. Et là on a une étude plus récente, étude publiée il y a 2 ans. C'est une étude belge et hollandaise, un nombre un peu plus restreint de patients, 15 000. Et là donc ils ont comparé scanner faiblement irradiant versus soins courants, avec des protocoles un petit peu différents, des participants qui étaient âgés de 50 à 74 ans. Les patients d'NLST, c'était 55-74 ans, et avec des critères de tabagisme. Les patients qui étaient inclus, c'était bien sûr toujours des patients qui étaient tabagiques ou anciens tabagiques. Des scanners à des rythmes particuliers. Et dans cette étude Nelson, ils ont montré là aussi, d'accord, après 10 ans, une réduction de la mortalité spécifique par cancer du poumon de 24%. C'était chez les hommes parce qu'il y avait eu très peu de femmes incluses dans cette étude. Et puis donc dernière étude que je voudrais vous présenter, donc c'est une étude là par contre une étude italienne avec là aussi qui s'est intéressé au dépistage par scanner faiblement irradiant et qui, là aussi, a montré une réduction de la mortalité. Cette étude italienne est intéressante aussi parce que, en plus du scanner annuel, elle a eu aussi un bras où il y avait un scanner tous les 2 ans. Et donc, cette étude a montré l'absence de différence entre scanner annuel ou scanner biannuel. C'est une étude intéressante, on en reparlera tout à l'heure. Pour conclure sur cette étude, vous savez que en médecine, on fait aussi ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire qu'on regroupe un nombre important d'études pour avoir un nombre important de participants. Et donc là, c'est une étude publiée très récemment, hein, en 2021. C'est une étude, c'est une revue Cochrane. Et donc, on est là sur plus de 100 000 participants, donc un nombre très important de participants. Et puis, ça confirme l'efficacité du scanner faiblement irradiant avec une réduction de 21% de la mortalité, mais aussi, et ça c'est très très important, une réduction de 5% de la mortalité toute cause. Donc, nous avons les arguments scientifiques pour dire que oui, le scanner marche, le scanner faiblement irradiant marche dans le dépistage du cancer du poumon. De ce fait, avec ces arguments scientifiques, plusieurs sociétés savantes, réunions d'experts, ont recommandé ce dépistage, donc notamment aux États-Unis. Mais vous voyez aussi qu'en France, cette recommandation a été validée. Donc, il y a eu donc un avis d'experts de la Société d'ophtalmologie de langue française, du groupe d'oncologie de langue française, de la Société d'imagerie thoracique. C'est une actualisation des recommandations qui avaient été déjà faites il y a une dizaine d'années, en 2013. Et donc là, ces experts, que recommandent-ils? Ils recommandent donc un dépistage individuel, d'accord, dans l'attente de l'organisation d'un dépistage national pour les sujets entre 50 et 74 ans qui ont fumé, donc grosso modo, qui ont fumé plus de 20 ans, un paquet par jour pendant 20 ans. D'accord, on s'accorde sur les recommandations internationales, ça fait ce qu'on appelle 20 paquets années. Donc, des patients qui soit continuent de fumer, soit ont arrêté depuis moins de 10 ans. On peut aller jusqu'à moins de 15 ans. Et donc, ça, ce sont les critères pour dire oui, je suis incluable dans le dépistage du cancer du poumon. Alors, où en sommes-nous en France sur cette thématique du dépistage du cancer du poumon? Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une actualité. C'est vrai que l'actualité est quand même brûlante sur ce dépistage. Il y a donc ces recommandations françaises, donc je viens d'en parler. Pour moi, il y a un temps très important qui a été un virage, c'est la présentation
par le président de la République Emmanuel Macron de la stratégie décennale de lutte contre le cancer. Et pour la première fois en France, un président de la République a évoqué le dépistage du cancer du poumon et a précisé que oui, nous devons aller vers ce dépistage du cancer du poumon et nous devons y aller rapidement. Donc pour moi, ça c'est un virage très très important. Suite à ces déclarations, l'HAS a reconnu l'efficacité du dépistage du cancer du poumon. Là aussi, c'est une étape importante, puisqu'il faut rappeler qu'en 2016, cette même HAS ne reconnaissait pas l'efficacité du cancer du poumon, ce qui a un petit peu, j'ai envie de dire, plombé la dynamique. Retournement de situation, et donc là, en décembre 2021, cette haute autorité de santé reconnaît l'efficacité du dépistage et demande à l'INCa de mettre en place un programme pilote. J'en parlerai juste après. En septembre 2022, le Conseil européen recommande d'étendre les dépistages organisés sein, côlon, col, entre autres au cancer du poumon. Enfin, plus récemment, la Société de pneumologie de langue française a créé une mission spécifique, intergroupe, mission prévention et dépistage, que j'ai l'honneur d'animer, donc co-coordonné avec le professeur Sébastien Coureau. Et donc, face à cette dynamique, on peut espérer un premier scanner faiblement irradiant dans le cadre d'un programme organisé début 2025. On est là, je parle des dépistages organisés. Je ne parle pas du dépistage individuel dont je venais de parler, qu'on peut réaliser, qu'on peut faire dès maintenant. Donc, juste deux mots sur ce programme pilote. Donc, c'est un programme pilote de l'INCa avec plusieurs phases. Nous en sommes là. Nous attendons, il y a eu un tout petit peu de retard, donc nous attendons la publication qui se fera probablement en début d'année de l'appel à projet. Nous sommes là actuellement, donc plusieurs experts dont je fais partie, travaillent sur le cahier des charges qui est quasiment finalisé. Et donc, l'appel à projet, voilà, probablement en début d'année 2024. Alors, où en sommes-nous en France par rapport aux autres pays? J'ai envie de dire, certes, nous ne sommes pas les premiers, d'accord, mais vous allez voir qu'on se situe quand même dans une belle dynamique. Donc, en termes de dépistage organisés nationaux, il y a les États-Unis qui ont un dépistage national. Il y a 3 dépistages nationaux en Europe du cancer du poumon. Il y en a un en Pologne, un en Tchéquie et un en Croatie. Et ensuite, des dépistages organisés nationaux, il y en a en Chine, il y en a plusieurs en Chine, et il y en a un à Taïwan. Cette carte est disponible sur Internet. Donc, c'est une carte qui est interactive, très intéressante. Là aussi, c'est un collectif qui s'intéresse donc au dépistage et au diagnostic précoce. Et donc, vous pouvez zoomer et voir qu'en France, par exemple, il existe des dépistages en termes de recherche clinique. Donc, c'est une carte intéressante qui est disponible, qui est en libre accès. Rapidement, je vais vous parler donc des recommandations françaises sur ce dépistage. C'est important. Donc, ce sont les recommandations pour un dépistage individuel, c'est-à-dire que si vous êtes dans des critères d'inclusion définis, vous
pouvez aller voir votre médecin généraliste et ou votre pneumologue et lui dire, écoutez, voilà, moi j'ai j'ai assisté donc à cette webconférence et je suis dans les critères d'inclusion, je souhaiterais pouvoir bénéficier d'un scanner faiblement irradiant et normalement le médecin qui sera en face de vous acceptera cet examen. Voici ces critères d'inclusion. Donc, ce sont des critères, je vous disais tout à l'heure. Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile aussi ce dépistage du cancer du poumon à organiser, à mettre en place, parce qu'il n'y a pas que des critères d'âge. C'est-à-dire que, contrairement aux autres cancers, je pense au sein et au côlon, où j'ai envie de dire pour la sécurité sociale, il est un petit peu plus facile d'envoyer les propositions de dépistage, puisque ce sont des critères uniquement d'âge. Là, en plus des critères d'âge, il y a des critères de tabagisme. Donc, les critères d'inclusion, les critères d'âge, 50-74 ans, des critères de tabagisme qui sont ici un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu complexes, qui vont probablement évoluer dans l'appel à projet dont je vous parlais juste avant. Donc là, ce sont les critères de l'étude Nelson que je vous ai présenté tout à l'heure. Ces critères de tabagisme, c'est 10 cigarettes par jour pendant plus de 30 ans ou 15 cigarettes par jour pendant plus de 25 ans. Des participants qui fument toujours ou alors qui ont arrêté de fumer il y a moins de 15 ans, pour être large. Et bien sûr aussi, là aussi j'en parlerai tout à l'heure, bien sûr des patients qui sont volontaires pour une démarche d'aide au sevrage tabagique, parce qu'il est clair que l'on ne peut pas séparer, surtout, certes nous sommes en November Perle, mais on est aussi dans le mois sans tabac et on ne peut pas séparer bien sûr le dépistage du sevrage tabagique. Des critères de non-inclusion dans ce dépistage, et donc là pour être clair, ces critères de non-inclusion, ce sont les critères de non-opérabilité thoracique. Parce qu'en fait, le dépistage du cancer du poumon, le but ultime, c'est de diagnostiquer des cancers précoces qui seront opérés. Les critères de sortie, là aussi, ce sont les critères d'âge et de tabagisme. La durée optimale, ce sont les critères d'âge. Voilà, il faut au moins faire entre 5 à 10 ans de dépistage, sinon c'est vrai que c'est peu judicieux. Les intervalles conseillés, dont je vous parlais de cette étude italienne où il n'y avait pas de différence entre 1 an et 2 ans, de ce fait, on propose ces recommandations, un scanner annuel pendant 2 ans, puis si ce scanner est normal, on passe à tous les 2 ans. C'est un scanner bien particulier, donc là ce sont des modalités techniques sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais par contre, c'est un scanner qui se fait sans injection et c'est un scanner qui est faiblement irradiant. Les radiologues connaissent très très bien cette modalité, donc c'est un scanner où il y a un faible niveau d'irradiation qui se rapproche de l'irradiation de la radiographie de thorax. Alors, si vous suivez... ouais. Docteur Leleu, il y a beaucoup de questions, mais elles sont très pratiques et elles touchent donc les modalités françaises. Peut-être qu'on va vous laisser faire et puis ensuite on vous pose toutes les questions à la fin. Pour moi, c'est comme vous voulez. Ben, super. Alors, peut-être avant de passer aux modalités pratiques, juste parce que moi, ça m'interpelle un peu quand on dit fumeur en général, finalement, on peut fumer plein de choses différentes. Et est-ce que ça sera pris en compte dans les critères du dépistage ou pas, la nature de ce qu'on fume? C'est-à-dire que là, c'est noté en nombre de cigarettes, mais peut-être qu'on fume d'autres choses. Donc, est-ce que, voilà, c'est juste pour savoir si ça sera précisé ou pas. Oui, tout à fait, très important. On sait tout à fait. Donc c'est pour ça en fait que on utilise le paquet année parce que par exemple on sait que le cannabis, par exemple, un joint correspond à 6 cigarettes. Et donc après, on rapporte ça en paquet année. La chicha, c'est la même chose. Hein, je veux dire, fumer 1 heure de chicha, c'est 10-15 cigarettes. Et donc, on ramène ça en paquet année, ce qui permet de pouvoir intégrer les critères d'inclusion. Mais
ouais, c'est hyper important de pouvoir éventuellement spécifier ces types d'addiction. De consommation, quoi. Merci. Je continue alors. Continuez. Alors donc du coup là je vais vous parler donc d'une étude que nous avons menée. Donc je suis l'investigateur principal de cette étude qui est donc dans le département de la Somme. Très rapidement, cette étude donc c'est l'étude DEP KP80. La naissance de cette étude pour moi ça a été la lecture il y a 12 ans de l'étude américaine qui montrait ces résultats très très impressionnants en termes d'amélioration de la survie. Voilà, c'est arrivé dans des circonstances de réflexion locale. Nous avons eu donc un financement de notre ARS, de la Ligue, des financements institutionnels. Et puis nous avons eu l'aide de ce qui n'était pas encore à l'époque le CRCDC, mais qui était l'ADEMA 80, donc qui était l'association qui gérait le dépistage les dépistages organisés. Et ça, c'est très très important pour notamment la réussite de cette étude, puisqu'on a pu bénéficier de leur expérience. On a sollicité l'ensemble des médecins généralistes, des pneumologues et des radiologues de notre département pour participer à cette étude. L'étude a été lancée en mai 2016. 228 médecins généralistes ont participé, 17 pneumologues, 28 radiologues. Nous avons fait et ça c'est Laure le disait tout à l'heure, c'est vrai que le cancer du poumon reste quand même un cancer méconnu, hein, et donc nous avons fait des campagnes d'information grand public avec des interviews, des articles de presse pour communiquer. Il est important de communiquer sur ce cancer. Et voilà, donc nous avons travaillé avec l'ADEMA 80 et ça c'est très important parce que nous avons et moi c'est un de mes souhaits, c'est qu'on puisse travailler à terme avec les CRCDC parce qu'on a pu bénéficier de leur expérience dans la gestion des dépistages. Alors nous avions aussi des critères d'inclusion pour participer à notre étude. Donc les critères d'inclusion, c'est-à-dire pour rentrer dans l'étude, c'était les mêmes que ceux de l'étude américaine, c'est-à-dire qu'il fallait avoir entre 50 et 74 ans, avoir fumé pendant 30 ans, un paquet par jour, et être toujours fumeur ou avoir arrêté depuis moins de 15 ans. Nous avons proposé aux participants un scanner tous les ans pendant 3 ans. Nous avons arrêté d'inclure en février 2020. Je parle du tabac parce que, bien sûr, il faut proposer aux patients qui continuent de fumer un accompagnement. Nous avons travaillé avec nos collègues radiologues pour qu'ils puissent proposer ces scanners spécifiques. Nous avons aussi travaillé pour proposer des algorithmes parce qu'il est clair que sur les scanners, on retrouve fréquemment des petites anomalies qui sont en majorité bénignes, mais ça nécessite quand même des algorithmes décisionnels. Nous avions proposé, donc ça c'est purement technique, un ordonnancier 3 volets qui était un ordonnancier autocopiant. Et donc, le patient partait avec l'ordonnance pour faire son scanner. Il y avait un double autocopiant qui était envoyé à l'ADEMA pour la traçabilité et il y en avait un qui restait dans le dossier du médecin investigateur. Voici comment ça marchait. Le médecin généraliste, le pneumologue recrutait les participants qui avaient les critères d'inclusion. Ils allaient voir leur radiologue qui faisait le scanner, qui envoyait les résultats à la structure de gestion, l'ADEMA 80. Et donc, la structure de gestion gérait l'envoi des résultats aux médecins prescripteurs et aux participants et gérait aussi les dépistages positifs. Ces dépistages positifs étaient adressés aux pneumologues référents qui organisaient ce qu'on appelle la RCP, cette réunion de présentation des dossiers pour proposer la prise en charge adaptée.
Alors voici les résultats, donc je vais passer rapidement. Donc on a eu 1369 participants à notre étude. Vous voyez ici le scanner la première année, la deuxième année, le scanner initial, première année, deuxième année, 3 scanners. Et puis vous voyez par contre que on a une baisse de la participation lors de au deuxième et au troisième tour. Donc ça, c'est vrai que ça pose question. En termes de dépistage, vous voyez, on a 4% des dépistages qui sont 4,5% des dépistages qui se sont avérés positifs. Donc, vous voyez une grande majorité en fait des dépistages qui sont négatifs. Et donc, sur ces dépistages positifs, un dépistage sur 2 était un cancer du poumon. Nous avons diagnostiqué 43 cancers du poumon, soit 2,5% des participants. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est de voir que la très grande majorité des cancers étaient des stades très localisés. Donc, le cancer du poumon, comme de nombreux cancers, en fait, et on a ce qu'on appelle les cancers qui sont très localisés, les cancers localement avancés et les cancers métastatiques. Et tout ça est défini par un stade. En résumé, les stades 1 et 2 sont ce qu'on appelle les stades localisés, les stades 3, les stades localement avancés, et les stades 4, les cancers avancés métastatiques. Et donc, vous voyez ici que plus de 7 patients sur 10, 74% au premier tour, 80% au deuxième et 100% au troisième tour, étaient à des stades localisés, donc des petits cancers. Et donc, ceci se traduit par le graphe juste à côté, où vous voyez que les participants, les patients avec cancer du poumon, ont en grande majorité pu bénéficier d'une chirurgie thoracique, d'accord. Quasiment plus de 8 patients sur 10 ont pu bénéficier d'une chirurgie thoracique, 78% au premier tour, 90% au deuxième tour, 100% des patients au troisième tour. Ici, ce sont de la radiothérapie stéréotactique. Vous voyez un faible nombre de participants qui ont eu de la chimiothérapie, 10% qui ont eu de la chimioradiothérapie et 3% des patients qui n'avaient pas souhaité de traitement. Nous n'avons pas trouvé de différence en termes d'âge et de sex ratio entre les patients qui avaient un cancer du poumon et ceux qui n'en avaient pas. Et donc, cette étude nous a permis de conclure que oui, en vie réelle, parce qu'en fait, pour cette étude, nous n'avons pas créé de circuits particuliers. Nous avons utilisé les circuits habituels. Nous avons travaillé avec nos correspondants médicaux habituels, c'est-à-dire le médecin généraliste a travaillé avec son pneumologue référent, avec son radiologue, avec le chirurgien thoracique. Nous n'avons pas créé de circuit particulier. Et donc, oui, le dépistage du cancer du poumon marche en vraie vie, il est efficace et il est faisable. Reste à peaufiner l'aspect organisationnel, puisqu'on peut voir que la participation reste à optimiser, notamment au deuxième et au troisième tour. Et donc cet aspect organisationnel et la participation, l'optimisation de la participation sont les défis que nous devons relever. Juste pour terminer, il est clair que l'on ne peut pas séparer dépistage du cancer du poumon du sevrage tabagique, puisque l'on sait que plus de 8 fois sur 10, le cancer du poumon est lié à un tabagisme. Donc, pour les patients qui fument, voire ceux qui sont en sevrage tabagique, il faut qu'il y ait un accompagnement, ça c'est très très important. Et ce temps du dépistage du cancer du poumon, il est vrai, est un moment éducatif privilégié. Plusieurs études ont montré que les fumeurs arrêtaient, une proportion importante de fumeurs arrêtaient de fumer pendant le dépistage, et que même pour certains d'entre eux, entrer dans le dépistage était un moteur du sevrage tabagique. Et enfin, là par contre, les études sont claires, associer et dépistage du cancer du poumon et sevrage tabagique entraîne
une majoration, une augmentation de la survie supérieure au dépistage seul. Les études françaises sur le dépistage, donc il y en a plusieurs, d'accord. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Donc ce sont des études de recherche clinique. Donc nous étions ici dans la Somme. Donc il y a des études parisiennes, donc les études de l'IGR, le programme Interception. Il y a l'étude Cascade, donc qui est une étude spécifique qui s'adresse aux fumeuses ou ex-fumeuses, hein, donc avec des antennes dans le nord, des antennes aussi à Grenoble. Il y a aussi des études à Lyon, une étude lyonnaise, des études aussi à Nice et à Marseille, avec des études associant aussi le dépistage chez les patients aux facteurs de risque cardiovasculaires, parce que souvent les comorbidités sont communes, et puis donc une étude aussi en Corse. Donc vous voyez qu'il y a un maillage, j'ai envie de dire, territorial, et que ce maillage territorial va grossir, d'accord, avec cet appel à projet de l'INCa. Et pour finir, donc moi j'aime bien citer quand même cette phrase du président Emmanuel Macron lors de cette présentation de la stratégie décennale de lutte contre le cancer, qui a dit qu'avec le dépistage du cancer du poumon, nous allons défricher de nouvelles frontières. Je vous remercie pour votre écoute et puis je suis disponible pour répondre aux nombreuses questions que j'ai cru voir. Voilà, donc beaucoup de questions. Merci beaucoup, docteur Olivier Leleu. Moi, je vais commencer par rebondir par une question posée par Mika, que je remercie d'ailleurs pour sa pertinence, je trouve. C'est que on voit, nous qui sommes engagés avec Mon Réseau Cancer du Poumon, l'impact énorme que ça pourrait avoir, et vous l'avez montré dans vos slides, de détecter plus tôt les personnes, c'est pouvoir les opérer et les guérir. Donc, c'est une promesse extrêmement précieuse pour toutes ces personnes. La question, c'est que si vous nous dépistez comme ça en masse beaucoup plus, est-ce que il y aura assez de place en chirurgie pour nous opérer ? Comment vous allez pouvoir mettre ça en place en fait dans les un peu plus d'un an qui vous reste ? Alors, il y a un gros travail sur l'aspect organisationnel, il est clair. Après, il faut savoir que malheureusement, et ça vous le savez, la participation, et donc nous l'avons montré dans la Somme, hein, la participation au dépistage reste en dessous et nettement en dessous de ce que nous souhaitons. Donc voilà, on va lancer des campagnes de dépistage, mais je ne suis pas convaincu que 100% des personnes qui pourraient répondre à ce dépistage du cancer du poumon se présenteront dans les centres de dépistage. Aux États-Unis, où il y a un dépistage national, c'est quand même entre 15 et 16% des sujets éligibles qui participent. Donc, il est important que nous nous lancions pour voir justement comment ça marche, comment ça fonctionne, et que nous ayons des filières de soins qui soient adaptées. Clairement, nous avons lancé cette campagne de dépistage dans la Somme et nous n'avons eu aucun souci, et pour faire les scanners faiblement irradiants, et pour organiser nos RCP, hein, les réunions pluridisciplinaires, et pour faire opérer nos patients. Merci beaucoup. Alors juste, je vais me permettre de redire l'acronyme. Vous avez cité les CRCT, voilà. Donc c'est Centre régional de coordination de dépistage des cancers. Donc voilà pour nos auditeurs. Alors effectivement, vous avez parlé des 10 paquets années qui était un des critères. On sait maintenant que il y a aussi pas mal de cancers chez les non-fumeurs. Est-ce qu'il y a des pistes sur, par exemple, l'exposition professionnelle, la pollution ou d'autres critères qui pourraient élargir ce critère fumeur exclusif ?
Donc juste les critères de tabagisme sont plus élevés que ce que vous venez de décrire. Hein. C'est pour les 20 paquets années pour les recommandations américaines. Vous avez vu que les recommandations françaises, pour l'instant, dans le dépistage individuel, sont un petit peu plus compliquées. 15 cigarettes par jour pendant 25 ans, 10 cigarettes par jour pendant 30 ans. On s'oriente vers 20 paquets années qui correspond à un paquet par jour pendant 20 ans. Voilà, donc ça c'est vrai que ce sont des critères de tabagisme, ce sont des critères relativement stricts. Dans le cadre du dépistage, il s'agit en fait de bien pouvoir mesurer la balance bénéfice-risque de ce dépistage. Et il est clair que cette balance bénéfice-risque n'a pas été démontrée en population générale pour les participants ou les sujets qui n'ont pas ces facteurs de risque de tabagisme ou ces facteurs de risque d'exposition professionnelle qui sont connus notamment pour ce qui est de l'amiante. Par contre, il a été démontré, notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est, que le dépistage de masse, même chez les non-fumeurs, entraînait une réduction de la mortalité du cancer du poumon. Mais il y a en Asie du Sud-Est des pratiques qui sont bien différentes, notamment des pratiques d'exposition à la fumée et d'exposition environnementale. Donc, en dehors de ces critères d'inclusion, j'ai envie de dire, oui, pour l'instant, il n'y a pas de recommandation spécifique pour les sujets non-fumeurs. Une question aussi, parce que je ne crois pas qu'on ait mis de slide ce soir sur ce point. Vous l'avez dit, par contre, il y a un développement important des nombres de cancers du poumon chez les femmes et qui s'accentue. Donc, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques explications? Et je rebondis pour le coup sur une question de Martine qui se fait l'écho d'articles qui disent que finalement le poumon des femmes semble différent, en tout cas plus sensible au risque tabagique que celui des hommes. Est-ce que vous pouvez nous parler en fait de peut-être ce risque particulier face au tabac, face au cancer du poumon pour les femmes, et donc une urgence aussi à accompagner les femmes qui fument encore énormément en France, il faut quand même le dire, et même les très jeunes femmes, à peut-être être informées de ces risques et puis d'être accompagnées pour arrêter de fumer. Alors, tout à fait. Donc, il a été clairement démontré que depuis 20 ans, l'incidence du cancer du poumon chez la femme augmente de 5% par an. Donc, c'est une épidémie de cancer du poumon chez la femme qui arrive. Et donc ça, vous l'avez dit, en fait, le cancer du poumon survient 15 à 20 ans après tabagisme, et donc voilà, on paye l'augmentation du tabagisme chez la femme dans les années 80-85, et donc là actuellement on a une comment dire, après une diminution du tabagisme les 10 dernières années, le tabagisme maintenant se stabilise chez les femmes et on est aux alentours de 30%. Donc cette explication de l'augmentation du cancer du poumon chez les femmes, qui, je le rappelle, est dramatique, 5% par an depuis 20 ans, s'explique par les changements de l'utilisation du tabac chez les femmes. Merci. Et alors, il y a des questions très pratiques. Vous avez parlé des campagnes de dépistage qui sont actuellement en cours d'évaluation, mais vous avez aussi évoqué le fait qu'on pouvait à titre individuel avoir un dépistage. Donc, on a des questions qui nous disent alors comment on fait en pratique? Il nous faut une ordonnance, un scanner low-dose, comment on l'obtient? Et deuxième question qui vient un peu de pair, donc c'est une autre Martine qui nous pose la question, qui a dû regarder la carte et qui dit comment procéder à un dépistage quand on est à Strasbourg. Alors moi, je n'ai plus en tête la carte, mais il doit y avoir un trou à Strasbourg. Ah oui, je pense que oui, j'ai pas dû mettre d'études dans l'Est.
Donc en fait, ces deux questions, je vais les regrouper en fait. Oui, il faut une ordonnance, bien sûr. C'est un acte médical, donc il faut une ordonnance. Et donc moi, ce que je conseille aux personnes qui nous écoutent, c'est si elles rentrent dans ces critères. Donc je vais pas les rappeler ces critères, mais voilà, c'est des critères d'âge et de tabagisme. Elles peuvent aller voir leur médecin ou leur pneumologue si elles en ont un et leur dire écoutez, voilà, moi je suis dans des critères bien définis et on me conseille de faire un test de dépistage. Qu'en pensez-vous? On communique énormément, hein, d'accord, au niveau des sociétés savantes, hein, au niveau des congrès, sur l'existence de ce test de dépistage. Donc, la communauté médicale commence à connaître cet examen. Donc, normalement, vous devez avoir accès à ce test de dépistage. Nous avons fait une étude dans les Hauts-de-France et c'est vrai que nous avons montré que 40% des médecins généralistes continuaient de prescrire la radiographie de thorax dans le dépistage du cancer du poumon. Et ça, par contre, c'est vrai que c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça part d'une bonne intention, hein. On dit ok, on va faire du dépistage. Mais on sait que, et ça a été clairement démontré, hein, la radiographie de thorax ne sert à rien. La radiographie ne sert à rien du tout pour dépister le cancer du poumon. Voilà, j'insiste lourdement, le seul examen, c'est le scanner faiblement irradiant. Et là aussi, par contre, il faut que ça soit le bon examen, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'injection, d'accord, et il ne faut pas que le patient soit surirradié par rapport à un scanner faible dose. Eh ben, merci beaucoup de défricher toutes ces nouvelles frontières alors du cancer du poumon. Et alors, on va les défricher, celles des soins oncologiques de support avec le docteur Mastroianni. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup. J'ai appris plein de choses. Merci beaucoup à Patients en Réseau de me donner l'occasion de parler des soins de support. Je dis toujours que je pense que c'est les patients qui ont fait bouger les lignes pour le diagnostic d'annonce et qui sont à l'origine du premier plan cancer il y a maintenant plus de 20 ans. Et je pense que c'est les patients qui nous aideront à faire bouger les lignes pour continuer à développer les soins de support. Voilà, donc moi j'ai une particularité comme oncologue thoracique, enfin comme pneumo-oncologue, c'est que je travaille également dans le département des soins de support, où je suis donc amenée à prendre en charge des patients présentant tout type de tumeurs. Je travaille sur des parcours en soins de support précoce. Je travaille aussi dans l'équipe mobile de soins palliatifs. Et puis, je m'occupe également de l'intégration que j'appelle raisonnée des thérapies complémentaires au sein du Centre de lutte contre le cancer. Alors, pour revenir aux soins de support, très brièvement, juste un tout petit peu de définition, hein, c'est les soins et les soutiens qui sont nécessaires. Il y a nécessaire quand même dans la définition aux personnes malades tout au long de leur maladie, conjointement au traitement oncologique ou hématologique spécifique lorsqu'il y en a. Et ces soins de support, ils doivent être dépistés à tout moment de la maladie, au moment de l'annonce évidemment, mais au moment d'un traitement curatif, au moment d'un traitement palliatif, et on verra qu'un traitement palliatif aujourd'hui peut durer des mois, voire des années, en période de rémission, évidemment, en période de progression. Ce n'est pas une nouvelle spécialité et c'est une coordination des moyens et des acteurs. Et ces soins de support, ils ont émergé dès le premier plan cancer, mais c'est quand même du coup quelque chose qui est récent. Et c'était une mesure dans le premier plan cancer. Dans le troisième plan cancer, ils étaient cités 23 fois. Et il y avait un chapitre spécifique qui s'appelait « Préserver la continuité et la qualité de vie ». Et on est actuellement dans la stratégie décennale 2020-2030 et les soins de support sont à toutes les sauces de cette stratégie décennale et ils sont instillés un petit peu de partout. Alors, les soins de support, leur objectif est extrêmement ambitieux. Il y a des soins de support qui sont pharmaceutiques et puis il y a des soins de support qui sont non pharmaceutiques.
Ils prennent en compte pour le patient et leur entourage des symptômes difficiles. Évidemment, le symptôme le plus fréquent qui est la douleur, la fatigue, les problèmes nutritionnels, les problèmes digestifs, respiratoires, les difficultés sociales, la souffrance psychique, évidemment, les perturbations de l'image corporelle, les troubles moteurs, les troubles odontologiques, et puis les soins de support également comprennent l'accompagnement de la fin de vie. La circulaire de 2005 disait que le premier temps essentiel de repérage de ces soins de support est le dispositif d'annonce. Et ces soins de support ont été un petit peu mieux définis et précisés par l'instruction de la DGOS puis de l'INCa en 2017 en disant, voilà, il y a un socle de soins de support et tout patient qui se voit prendre en charge pour un cancer, quel que soit le site primitif, doit pouvoir avoir accès, s'il en a besoin, à une prise en charge de la douleur, à une prise en charge psychologique, à une prise en charge sociale, à une prise en charge nutritionnelle et également dans l'instruction des GOS, il y avait la démarche palliative. Donc bien sûr que tout le monde n'a pas besoin de tout de suite et tout le temps. Mais c'est important d'avoir dans sa tête ce socle et de nous, en tant que professionnels de santé, de faire défiler ces besoins éventuels et vous, en tant que patient, de savoir que l'équipe qui vous prend en charge, elle doit être en capacité de vous adresser à des spécialistes qui sont dédiés de ces différentes problématiques. Pour cette même instruction des GOS, il y a des soins de support complémentaires. L'activité physique adaptée devrait passer dans le socle parce que c'est clairement un des soins de support pour lequel il y a le plus de littérature et d'études randomisées. Les conseils d'hygiène de vie, évidemment, on ne peut pas parler, quand on est pneumologue, des soins de support sans parler de l'arrêt du tabac, mais également des autres addictions. Quelque chose qui maintenant émerge, c'est le soutien psychologique des proches et la place des aidants, qui est quelque chose auquel on fait maintenant vraiment attention. Et puis, la préservation de la fertilité et les troubles de la sexualité, on est très mauvais. On est très, très mauvais, les médecins, pour interroger les patients et pour dépister ces difficultés. Et pour autant, avec un cancer qui devient une maladie chronique, c'est évidemment tout à fait pertinent. Et puis, 2 techniques d'analgésie ont également été incluses. C'est l'hypnoanalgésie et l'analgésie intratécale. Ceci étant dit, comment on fait et qui a besoin de quoi et quand? Alors, quand on fait du soin de support et de la prise en charge palliative précoce, on en réfère toujours à un premier article qui a été publié par l'équipe de Temel dans le New England en 2010. Et c'est une étude qui s'intéressait aux patients avec cancer pulmonaire non à petites cellules métastatiques. C'était avant l'ère de l'immunothérapie. C'est une étude qui a évalué chez 151 patients, pour la moitié, une approche oncologique spécifique unique et pour l'autre moitié, une approche oncologique spécifique et une approche globale en soins de support qui était essentiellement une prise en charge de la douleur et un soutien psychologique et une prise en charge de la dépression, le cas échéant. Alors, c'est vraiment une étude à l'américaine parce qu'il y a 15 ans, en France, on faisait quand même déjà, j'ose quand même le croire, on le faisait déjà, du traitement de la douleur, du dépistage de la dépression, etc. En tout cas, cette étude, elle a montré une amélioration de la qualité de vie, une diminution de la dépression, mais de manière qui n'était pas attendue, elle a montré également une augmentation de la survie globale. Pourquoi? Parce que quand on soigne votre douleur, quand on soigne votre dépression, quand on soigne votre dénutrition, vous êtes en meilleur état général, votre santé globale est meilleure et de fait, vous pouvez avoir plus de traitements spécifiques. Donc, amélioration de la survie. 2 ans plus tard, l'ASCO, donc la Société américaine d'oncologie thoracique, a dit les soins palliatifs précoces doivent devenir un standard. Si aujourd'hui, je vous montrais des études comme ça en survie globale avec un nouveau médicament, il n'y a pas photo, on dirait, on donne à tout le monde le nouveau médicament. Donc moi, mon directeur, en général, il me dit 1 fois par an, pourquoi vous ne voyez pas tous les patients puisque les résultats d'amélioration de survie globale sont ceux-ci. Et en même temps,
moi, j'aime bien tempérer mes propos. Ce que je vous raconte là, c'était il y a 15 ans. C'était avant l'immunothérapie. C'était avant le démembrement moléculaire complet, avant l'arrivée permanente de médicaments qui vont cibler les anomalies moléculaires. Et de fait, il y a une amélioration qui a été vraiment majeure du pronostic des patients métastatiques. Donc, est-ce que finalement, les soins palliatifs précoces, est-ce qu'on a encore de la place en fait? Puisque si les patients vont si bien que ça, finalement, est-ce qu'on a encore des choses à faire? Alors, je crois que oui, on a encore des choses à faire, mais les équipes de soins palliatifs et de soins de support, c'est comme les oncologues, elles sont obligées de suivre les progrès thérapeutiques et il faut s'adapter à l'évolution, il faut s'adapter à ces patients qui vont vivre maintenant très très longtemps. Il y a de nouvelles toxicités, les toxicités de l'immunothérapie, ce n'est pas du tout celle de la chimiothérapie, les toxicités des thérapies ciblées non plus. Donc, il faut augmenter ses connaissances en termes de toxicité, en termes d'espérance de vie chez les patients. Et puis, ces patients qui vivent très longtemps, eh bien, ils ont probablement des nouveaux besoins. Alors, qu'est-ce qu'ils sont ces nouveaux besoins? Eh bien, c'est toujours la même équipe de TML qui s'est intéressée récemment, notamment aux patients qui avaient d'emblée une mutation actionnable. Et moi, j'aime bien les grouper avec les patients qui répondent à la première ligne de chimio-immunothérapie. Eh bien, la première chose à gérer quand même, c'est l'incertitude pronostique. Parce qu'en fait, personne ne sait quel va être votre pronostic individuel. Et donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très facile à gérer, qui est facile à gérer tout seul et on peut avoir besoin de professionnels de santé. On sait aussi que nous, en tant qu'oncologues, quand on diagnostique un patient avec une mutation actionnable, on a une communication qui est optimiste. Et que notre communication optimiste, qui est justifiée parce qu'on dispose de molécules qui vont laisser espérer des survies prolongées, néanmoins, on va façonner les attentes des patients et on peut affecter la prise de décision. Et la conséquence, c'est que les patients peuvent ressentir un manque de soutien dans la gestion des difficultés du quotidien et qu'il est nécessaire probablement d'aider les oncologues, qu'on s'aide tous ensemble à communiquer sur quand même des résultats incertains et cette maladie qui va rester incurable. En fait, les problèmes restent les mêmes, les problèmes existentiels notamment restent les mêmes, mais c'est la temporalité qui change. Et dans ces patients, il faut qu'on soit aidant parce qu'il y a besoin de prendre des décisions vis-à-vis du travail, vis-à-vis des finances, vis-à-vis du mode de vie. Comment est-ce qu'on fait aussi pour gérer les hôpitaux de jour toutes les 3 semaines, toutes les 6 semaines, les bilans tous les 2 mois, tous les 3 mois. Donc, il y a cette peur permanente de la rechute et de la progression. Et puis, en même temps, comme les patients vont bien, c'est quoi l'envie? C'est un retour à la vie d'avant. Donc, ce retour à la vie d'avant, c'est aussi prendre en compte notamment les problématiques de santé sexuelle. Et puis, pour ces mêmes patients, on est amené à un moment ou à un autre à discuter des plannings de la fin de vie. Alors, certains n'ont jamais besoin d'en parler, d'autres ont besoin d'en parler tout de suite. Nous, on a une grande phrase, c'est anticiper le pire et espérer le meilleur. Et on peut très bien faire les deux en même temps parce que l'être humain est éminemment ambivalent. Et plus on est ambivalent, plus on est vivant. Et tout ça se fait au rythme du patient, en respectant son cheminement. Donc ça, c'est vraiment les soins de support à la française. Donc j'étais contente d'entendre qu'en termes de dépistage, on n'était quand même pas trop en retard. Et je pense qu'en termes de soins de support et même de soins palliatifs globalement, en France, on n'a quand même pas à rougir. Alors, ces besoins, ils peuvent être tout à fait délivrés par les équipes de soins palliatifs. Et c'est ce qu'on appelle la prise en charge palliative précoce. Et il n'y a aucun problème pour qu'un patient soit vu en consultation. Et tout le monde espère qu'ensuite, il va pouvoir vivre pendant 5 à 10 ans avec sa séquence brigatinib, lorlatinib, etc.
Donc j'aime bien cette slide qui a été montrée à l'ASCO cette année dans un topo qui était sur la progression au TKI. Donc là, c'est une patiente sous TKI et voilà comment moi, oncologue, et comment mon équipe de soins perçoit la patiente. Hein. She looks great. Et puis voilà, en fait, voilà la patiente, elle, et ben, tout ce qu'elle a, en fait. Et est-ce que nous, en consultation, on a la temporalité pour entendre tout ça? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a l'ouverture? Est-ce qu'on questionne les patients là-dessus? Est-ce que les patients s'autorisent à en parler? La paronychie, les yeux secs, la bouche sèche, la fatigue, les diarrhées, les nausées, les douleurs articulaires, etc., etc., etc. Donc, la tolérabilité, la bonne tolérance, pardon, est tout à fait relative. La temporalité change, mais voilà les questionnements. Est-ce que je vais pouvoir retourner au travail? Est-ce que je vais arriver à m'occuper de ma famille? Est-ce que le cancer va revenir? Est-ce que je vais pouvoir, alors c'est américain, est-ce que je vais pouvoir payer mes notes d'hôpital? Est-ce que ça va affecter mon mariage et mes relations sociales? Donc, je pense que c'est important de prendre la mesure quand même de tout ceci. Et puis, pour l'instant, on parle des répondeurs, on parle des patients qui ont des mutations actionnables. Et puis, on sait qu'il y a des patients non répondeurs. On sait par l'étude qui est publiée sur les patients qui sont traités dans les hôpitaux généraux, l'étude KBP, qui est en fait actualisée tous les 20 ans. En fait, cette étude, elle a montré effectivement cette année par rapport à il y a 20 ans une amélioration majeure du pronostic. La seule chose qui n'a pas du tout bougé en 20 ans, c'est qu'il y a environ 20% des patients qui ont une maladie qui est extrêmement grave d'emblée et qui va décéder en 3 mois. Et ça, ce sont nos patients qui rentrent en hospitalisation et où nous, on a l'impression vraiment de courir toujours après. Alors, il y a des facteurs de mauvais pronostic d'emblée, l'état général altéré, le sexe masculin, les métastases cérébrales. Donc, certes, on a d'excellents résultats avec une amélioration au niveau des essais cliniques, mais on sait tous ici que ce sont des patients qui sont sélectionnés et qui ont accès à la recherche. Pour ces patients, dont on sait par les études rétrospectives récentes que le pronostic est en mois, on est vraiment là sur le soin palliatif précoce. Les symptômes sont au premier plan, le cancer du poumon métastatique qui va mal, il y a de la douleur, il y a de la dyspnée, il y a des symptômes difficiles, il y a beaucoup de questionnements sur la fin de vie, il y a une nécessité importante d'être au point en termes de soins de support médicamenteux pour encadrer les effets secondaires des traitements spécifiques, que ce soit en termes d'antiémétiques, que ce soit en termes de facteurs de croissance. Il faut être au point pour les traitements antalgiques, il faut savoir manier les morphiniques, etc., etc. Et puis, le soin non médicamenteux, il est important également. Et on a beau avoir une maladie grave, une maladie métastatique, l'activité physique adaptée, elle est essentielle. La socio-esthétique également, etc., etc. L'aide sociale peut être nécessaire et le soutien psychologique peut être nécessaire. Tout ça n'est pas obligatoire, mais tout ça peut être nécessaire et doit être dépisté régulièrement. Donc finalement, je crois que la seule façon de travailler, c'est de garder le patient au milieu, de se dire que ce qu'on soigne, c'est le patient, mais que notre prise en charge, elle ne peut pas se résumer à donner un feu vert de chimio-immunothérapie. Et qu'on est à la fois chez des patients qui sont des longs survivants, où on va insister sur les effets secondaires, le soutien psychosocial, la surveillance du cancer, etc. Et à la fois des patients qui vont être en prise en charge plus palliative avec d'autres besoins. Et on est tout à fait capable de faire se chevaucher tout ça et ça évite cette impression qu'on peut avoir parfois dans des ruptures de soins ou des ruptures de parcours où le patient peut dire bah là l'oncologue m'a arrêté la chimiothérapie, je ne le vois plus et il m'a adressé à une autre équipe. Et donc voilà ce qu'il faut faire, il faut s'adapter. Ça, c'est la conception ancienne. Traitement du cancer, stop, traitement palliatif. Depuis 15 ans, on est sur une prise en charge concomitante. Mais c'est probablement le modèle du dessous
qui est le plus adapté à l'évolution des prises en charge en oncologie, avec, vous voyez, des besoins qui varient. C'est la sinusoïde. Et moi, j'ai parfois un patient qui est complètement déprimé au bout de 3 ans de traitement. J'en ai vu un l'autre jour. J'ai vu un monsieur l'autre jour avec une translocation ALK qui est en réponse complète. Il me dit, mais en fait, j'en peux plus. Tout le monde me dit que probablement que c'est pas vrai, que je dois pas avoir un cancer, que j'ai pas perdu mes cheveux, que je mène une vie normale. Et en fait, personne ne s'occupe de moi et ça va pas, et ça va pas, et ça va pas. Et en fait, il était profondément déprimé. Et c'est la première fois en 3 ans. Voilà. Et donc, il faut savoir, par moment, s'arrêter, regarder ce qui se passe et adresser aux différents professionnels des soins de support. Voilà, et je finirai sur cette petite BD, Palliative Care is the umbrella, not the rain. Donc, parler des choses, premièrement, ne les fait pas arriver. Hein. Rappelez-vous, espérez le meilleur et anticipez le pire. Et donc, vous voyez ce couple qui est en consultation avec l'oncologue, il se met à pleuvoir et l'oncologue leur court après en leur donnant le parapluie. Tenez, vous allez en avoir besoin. Et peut-être qu'on peut travailler comme ça, en fait, avec un parapluie fermé qui est donné. C'est au cas où. Ce qui fait que quand il pleut, ça évite d'être mouillé. Voilà. Je vous remercie et j'imagine qu'il y a des questions. Merci beaucoup, tout d'abord, docteur Mastroianni, pour vraiment cette présentation qui est, je pense, très forte, très enrichissante et aussi très concrète, notamment pour nos amis de mon réseau cancer du poumon, où, voilà, avec ces exemples spécifiques, je trouve que ça rend les choses vraiment très, très utiles, très actionnables. Parmi les premières questions, c'est quand on vous écoute, je crois qu'on aimerait tous pouvoir prendre rendez-vous avec vous. Il y a une vraie réalité aussi de proposition. Donc, vous avez parlé de ces socles. Donc, normalement, c'est ces soins de support qui doivent être partout. D'autres qui ne sont pas proposés partout. Et nous, on a aussi le sentiment, notamment dans l'association Patients en Réseau, que en fonction du type de cancer, parfois, on a l'impression de pouvoir accéder ou pas à certains soins de support. Est-ce que vous pouvez nous dire dans votre réalité, finalement, comment un établissement, ou est-ce que c'est une obligation de proposer certains soins? Est-ce que pour certains, il y a des problèmes de financement? On sent que on n'a quand même pas les mêmes propositions partout. Le socle, c'est quand même une obligation. C'est quand même une obligation. Alors, je sais bien qu'entre la proposition et la réalité, c'est bien montré dans votre enquête sur ce à quoi ont accès les patients. Il y a une perte des patients et une perte de chance probablement. Je ne sais pas si c'est centre dépendant ou oncologue dépendant. Moi, je travaille dans un établissement où certains oncologues nous envoient quasi systématiquement les patients en dépistage de soins de support et on travaille énormément avec eux. Et à contrario, il y a d'autres oncologues où on voit quasiment jamais les patients. Et pour autant, voilà, tout le monde pourrait potentiellement en avoir besoin. La réalité, c'est qu'on n'est pas en capacité de voir tout le monde. La réalité, c'est qu'un oncologue, il doit être capable de prescrire un traitement par morphinique. Il doit être capable de réévaluer un traitement par morphinique. Il doit être capable de dépister une dépression, de l'adresser au psychiatre s'il y a besoin. Donc, on ne peut pas non plus travailler en disant on balance tout aux autres et ils s'occuperont de tout ça. On est beaucoup aidé quand même par les infirmières de coordination. Moi, je crois beaucoup dans l'aide que vont nous apporter les IPA. Je vais vous dire quelque chose. Nous, à Lyon, les IPA, elles ont 1 semaine de séminaire sur les soins de support et les soins palliatifs. Moi, hier, je leur ai fait un cours sur les toxicités digestives pendant 4 heures. Je peux vous dire que les internes d'onco, ils n'ont pas 4 heures sur les antiémétiques. Donc, je pense que les IPA vont être un vrai soutien sur, en plus des consultations de feu vert qui durent 40 minutes par rapport aux consultations de feu vert des oncologues qui sont beaucoup plus courtes. Je pense qu'elles peuvent se mettre sur autre chose et qu'elles peuvent se mettre sur les soins de support. Donc, je crois qu'on peut faire bouger un petit peu les lignes aussi comme ça.
Merci. Alors effectivement, les lignes bougent et ça s'adapte même au cours du traitement. Alors juste petite parenthèse, IPA, c'est infirmière de pratique avancée et c'est des infirmières qui sont un peu plus formées sur, comme vous le disiez, sur les soins oncologiques, etc. et qui En fait, c'est un master 2, donc c'est 2 ans d'études. Elles font une année de formation générale et les IPA en onco, la deuxième année, elles ont 5 à 6 séminaires d'une semaine sur différentes spécialités. Et nous, on a réussi à avoir une semaine, soins palliatifs, soins de support. C'est beaucoup, une semaine. Hein. Bravo. Alors, si j'ai bien compris, j'aime bien cette image. En fait, la maladie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments où on va avoir besoin d'adapter plus un soin qu'un autre, etc. Vous avez dit que ce socle était une obligation dans les centres. Alors déjà, si on l'a pas, est-ce qu'il y a des réseaux qui existent auxquels on peut se référer pour avoir accès à ce socle? Et puis au-delà de ça, si on aimerait aller dans au-delà du socle, dans ce que vous avez montré, hein, on reste dans les soins oncologiques de support et on ne va pas tester des choses qui ne sont pas validées. Pareil, est-ce qu'on peut avoir accès à des réseaux? Comment on fait? On ne peut pas aller tous à Lyon vous voir, même si je pense que… Voilà. Non, ça c'est certain. Et puis même nous, on n'est pas en capacité probablement de voir sur le centre Léon Bérard tous les patients qui en auraient besoin. Et puis moi, je vois parfois des gens qui viennent depuis 10 ans au centre Léon Bérard et qui me disent mais les soins oncologiques, c'est ouvert depuis pas longtemps parce qu'on m'en a jamais parlé. Bon, le département des soins de support, il a 25 ans. Hein. Donc même chez nous, c'est pas tous les jours très simple. Il y a les réseaux de cancérologie qui essayent chacun localement d'avoir des annuaires de praticiens en soins de support. L'INCa s'est un peu saisi aussi de quelle est la place de la ville, comment on peut actionner, comment on peut sensibiliser les professionnels de ville aux soins de support. Moi, je travaille beaucoup avec les espaces Ligue contre le cancer aussi, parce qu'on peut trouver des professionnels de soins de support. Et puis, il y a aussi le distanciel qui quand même s'est mis en place pendant le Covid et dont un nombre important de patients s'est saisi aussi et qui lutte un peu contre l'isolement géographique. Mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression que c'est les mêmes patients qui vont pas avoir accès aux plateformes de télésurveillance parce qu'ils vont pas savoir y aller, ils vont pas signaler quand ils auront mal, ils vont rester isolés géographiquement. Enfin voilà, nous on est aussi un peu là-dessus. Ça bouge beaucoup pour les gens informés et qui demandent, et tant mieux. Mais voilà, faut pas qu'on en laisse trop sur le carreau non plus. Qu'est-ce que vous pensez de l'appli La vie autour? Oui, moi ce genre d'application, je pense que c'est pertinent et je pense que ça aide largement les gens qui ne sont pas dans les grandes villes, qui sont quand même la majorité. Oui. Alors justement pour rebondir, parce que sur nos réseaux, on a plus de 70% de nos utilisateurs qui sont plutôt dans des petites villes, à la campagne, en banlieue. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent aussi pour justement rompre l'isolement, s'informer. Et je crois qu'il y a quand même plusieurs choses aussi. C'est que ça a été noté d'ailleurs dans les questions. Les soins de support, avant de venir à l'hôpital pour un cancer, on ne sait pas ce que c'est. Les soins palliatifs, on a quand même tous encore beaucoup, et notamment, j'allais dire en dehors des grands centres qui sont peut-être plus pédagogues là-dessus, cette idée que si on me propose des soins palliatifs, c'est que je suis à la fin de ma vie. Donc, ça, c'est quand même une réalité. On a besoin déjà de décoder ces termes, en avoir un peu moins peur ou savoir ce qui réserve. Moi, je suis très intéressée dans ce que vous avez dit aussi par l'idée qu'il faut re-questionner avec son équipe de soins ses besoins de soins de support. Ils changent dans le temps. Quand on me diagnostique ma maladie métastatique ou quand je suis à 1 an des traitements avec des choses assez lourdes ou à 3 ans avec finalement un traitement un peu en maintenance qui se passe bien, où j'ai pris mes habitudes, où j'ai aussi un certain recul par rapport à l'impact de ma maladie, les besoins peuvent être tout à fait différents. Ouais. Et
crois que ça, il y a plusieurs patients très impliqués dans notre association ou d'autres associations qui nous écoutent ce soir. Et je crois que l'idée de travailler avec les établissements de soins, quels sont ces moments qu'il faut re-questionner, comment, et puis oser faire le pas aussi en tant que patient. Je crois que les associations, les unes et les autres, on a des messages à faire passer. Déjà, donc, de comprendre en fait ce qu'il y a derrière ces mots, soins palliatifs, soins de support, que s'il y a ces différents bilans qui sont possibles, qu'on peut poser la question, qu'on a des droits d'accès à ces soins aussi, donc ne pas hésiter. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et évidemment, on est bien placé pour trouver que le digital est aussi une solution, au moins en partie. Et rappeler qu'il y a quand même beaucoup d'associations, la Ligue contre le cancer, mais d'autres aussi, souvent ancrées localement, qui peuvent proposer des choses intéressantes en termes d'ateliers. Alors, c'est pas du tout du médical, là, mais plus socio-esthétique, activité physique, des ateliers de cuisine ou des choses comme ça qui peuvent aussi faire du bien. Mais bon, ça reste quand même très inégal parce que voilà, une séance de psychologue en ville, c'est 60 €. Hein. Donc c'est quand même compliqué alors que ça paraît quand même essentiel en fait. Hein. Pour revenir sur ce que vous disiez sur les soins palliatifs, en plus, nous, on a un vrai problème, c'est que depuis 1 an, on ne parle que des soins palliatifs pour parler de l'évolution de la loi et donc de la fin de vie et donc de la mort. Donc nous, ça fait 15 ans qu'on travaille pour dire qu'on peut intervenir précocement, qu'on fait une prise en charge globale et que, voilà, quand on nous rencontre, bon, après, une fois que les gens nous ont rencontrés, ils voient qu'en fait, il leur est pas arrivé grand-chose et moi, je ne sais pas combien de patients sortent de consultation en disant: «Mais merci, ça m'a fait du bien». Or, on a parlé de choses difficiles pendant 1 heure, mais on s'en est parlé une fois, on s'est dit les choses et puis c'est pas la peine d'en reparler. Et puis voilà, c'est pas la même temporalité qu'avec l'oncologue. Mais comme depuis 1 an, à chaque fois qu'on parle des soins palliatifs, on parle de la fin de vie et de la mort, je veux dire, c'est difficile de sortir de ça, hein, donc c'est pas facile au quotidien. Oui, et d'ailleurs, on vous remercie de prendre du temps sur votre activité pour nous partager toutes ces infos, mais aussi ce ressenti pour que voilà, on soit pas focalisé que sur un tout petit bout C'est ça. Mais bon, vous écoutez les médias, on fait que ça, quoi, en fait. Donc bon, non, on n'est pas, moi, parfois, j'ai des gens qui me demandent, ils me disent: «Vous êtes les spécialistes de la mort?» Je dis: «Ah non, non, nous, on est les spécialistes de la vie, en fait, hein. Alors on s'occupe de la fin de vie, mais on aime bien s'occuper aussi de bien avant, en fait». Oui, et puis surtout mettre de la vie dans tous ces moments plus ou moins compliqués de notre existence. C'est là où vous nous aidez énormément. Nous, on a des retours très positifs. Alors, il y a une question de Florence, moi, que je trouve aussi très pertinente, notamment pour les patients de mon réseau cancer du poumon et tous ceux qui vivent avec une maladie métastatique. C'est que les soins de support, on a une vision de panier. Le panier de soins de support, très bien pensé pour la patiente qui a un cancer du sein localisé, qui va durer, on va dire, un temps quand même relativement limité dans son existence, et pour lesquels on va accéder à une petite liste qui va être prise en charge. Mais pour toutes les personnes qui vivent avec une maladie qui va se chroniciser, c'est ce qu'on peut souhaiter, ou pour certains peut-être guérir, hein, on commence comme ça à avoir des très beaux résultats, mais en tout cas de pouvoir vivre très longtemps avec ces maladies, ben, on peut avoir besoin plus d'1 an d'accompagnement. Est-ce que vous avez ce sujet, comment il est travaillé par les équipes de soins de support? Alors au niveau, par exemple, de l'activité physique adaptée, sur la région, il y a beaucoup, beaucoup de liens qui sont faits avec des clubs, dans Lyon, mais pas que et tout autour. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de partenariats. Donc l'idée, c'est que, par exemple, un patient, il va faire ses 12 séances, chez nous et puis il part avec, au minimum une adresse, une proposition ciblée et un endroit où aller et il y a des accords de sport santé qui font que les prix sont quand même, en général, très accessibles. Ça, c'est pour le sport. Je vais revenir aux psychologues, aux diététiciennes, j'ai absolument pas la réponse parce que évidemment que le nombre de professionnels de soins de support à l'hôpital n'est pas monté avec l'augmentation de la durée de vie et des files actives. Donc nos psychologues, ils sont absolument pas en capacité de suivre les gens, pendant, plusieurs mois, puis de reprendre, puis de voilà. Donc on est obligé de trouver des relais en ville et là, on revient au problème du coût.
en fait. Donc c'est compliqué au niveau social. Voilà, enfin moi les lois du travail, les règles. Enfin, on voit bien par exemple les professeurs dans quelle galère ils sont en arrêt, puis au bout de un an, et voilà, et puis quand ils veulent revenir travailler, et puis après il faut refaire des papiers s'ils veulent se réarrêter, puis au bout de 3 ans on leur dit bah non, il faut choisir. Bah oui, mais moi j'ai envie de travailler parce que je suis en réponse complète, et voilà. Donc en plus la société a pas bien suivi en fait, hein, sur le plan du travail et de la loi du travail, ça a pas du tout suivi les progrès de la cancérologie. Donc pour l'instant, nous on fait un peu avec les moyens du bord, mais voilà, on a un programme d'après-cancer aussi, mais qui se sature très vite. Voilà, et du coup, je pense que le digital aide quand même parce que pour le coup, il y a moins de limites de personnes. On peut être plein à suivre un cours de sport à distance. Voilà, puis pour le dépistage des besoins, je pense qu'on va quand même être aidé par peut-être des plateformes, peut-être du systématique, peut-être, voilà, nous on se dit, est-ce qu'une fois qu'on a vu les patients, quand ils attendent leur premier traitement, est-ce qu'à ce moment-là, il faut qu'on leur fasse remplir un questionnaire de base? Voilà, je parlais de la sexo tout à l'heure, enfin, c'est catastrophique. Enfin, je veux dire, les gens, ils n'en parlent pas, on ne leur en parle pas, alors que par exemple, nous, on a des consultations dédiées. Alors, on va parler de vos consultations dédiées dans quelques jours, alors, parce qu'il se trouve que, vous savez, avec Patients Réseau, on a fait des enquêtes sur nos différents réseaux sur ce thème, avec Colette et Cyril qui avaient fait co-construire le questionnaire. Et donc, la semaine prochaine, on va avoir une webconférence dédiée à l'impact du cancer du poumon sur je dirais la qualité de vie, enfin la vie intime et la sexualité, donc avec des résultats qui viennent donc spécifiques pour ces patients. Donc si vous pouvez, n'hésitez pas à écouter, et on pourra dire qu'effectivement il y a des consultations qui existent, qu'il ne faut pas hésiter à en parler. Je crois que c'est vraiment très important. Alors, on va peut-être conclure. J'arrive pas à faire remonter le docteur Leleu, mais peut-être qu'il nous écoute. Voilà, alors, on voulait vous remercier tous les deux, parce qu'on a bien compris que vous étiez effectivement les médecins de la vie. Alors, soit pour justement opérer plus précocement et voilà, et sauver des vies, ou pour accompagner la vie. Donc, la semaine prochaine, effectivement, en parlant de vie, on a une webconférence sur la sexualité. On a aussi une webconférence sur les traitements localisés. Je vous ai mis les liens. Merci infiniment pour tous les messages que vous avez passés qui étaient fondamentaux pour votre temps. Et la semaine prochaine, le 23, avec Odyssea, je fais aussi une webconférence justement sur le programme Interception de Gustave Roussy, avec notamment Suzette Delaloge. Mais on évoquera aussi justement dans l'interception des cancers toute la prise en charge la prévention multidisciplinaire. Donc, il y aura de la nutrition, de l'activité physique adaptée, de l'oncogénétique. Donc, je vous mets le lien aussi. N'hésitez pas à vous inscrire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je compte vraiment sur vous. Voilà, je compte sur les associations de patients, vous en premier, sur les patients partenaires, voilà, pour faire bouger ensemble. Merci beaucoup. Bon, on n'arrive pas à faire remonter le docteur Leleu. En tout cas, merci à tous les deux et à très bientôt. Pour les auditeurs, comme d'habitude, vous avez un questionnaire que vous allez avoir en fin dès que vous fermez la webconférence. Donc, si vous prenez quelques instants pour répondre, c'est toujours important, surtout que j'ai vu qu'il y avait plein de sujets que vous vouliez qu'on traite. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de ces sujets. Merci encore.